Bienvenue à Hockey le Magazine. Pour vous, cette semaine, une rencontre avec un jeune joueur d'exception qui évolue à 14 ans dans la Ligue de hockey Midget 3, Xavier Parent. Le jeune retraité Martin Brodeur nous parle de ses débuts au hockey. Mais tout d'abord, dans quelques instants, l'arrière-scène d'un match de hockey au Centre Bell avec Marie-Christine et Raphaël. Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. En collaboration avec vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. C'est soir de match à Montréal et pour l'occasion, j'ai demandé à mon collègue Raphaël Doucet de nous plonger dans l'univers des journalistes sportifs. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les coulisses du Centre Bell. Je viens d'arriver au Centre Bell, on m'a accrédité, donc tout de suite, je m'en vais rejoindre Raphaël de l'autre côté de cette porte. Suivez-moi. Allô, Raphaël? Salut Marie! Ça va bien? Oui, pas trop déboussolé? Non, mais on se trouve où dans le stationnement du Centre Bell ici? Ça ressemble à un stationnement, mais en fait, c'est le corridor menant au vestiaire des deux équipes. OK. Donc ce soir, le Canadien et évidemment les Canucks de Vancouver. Donc par là-bas, c'est le vestiaire du Canadien. Et puis là, tu vois, on est à 2 heures du match. Les joueurs sont à l'extérieur du vestiaire en train de s'échauffer. Ils jouent au soccer. Au soccer, pas au hockey? Non, ils jouent au soccer. Ils se délient les muscles dans le fond. Ils font un peu de jonglerie et tout. Et puis là, tu vois, ça, c'est le vestiaire de l'équipe visiteuse. Si on s'en va vers là, on va également vers le camion de RDS. C'est un peu le quartier général de la retransmission des matchs canadiens. Je pense que ça vaut un coup d'œil. Parfait, on te suit? Alors, tu vois, Marie, on approche du camion de régie de RDS. C'est là que s'abat le travail dans les coulisses avec le réalisateur, le producteur. Et puis, on est peut-être à une centaine de mètres là, du vestiaire des visiteurs. Je t'invite à entrer dans le camion où t'attends Martin Brière. Il va pouvoir t'expliquer tout le travail qui s'abat dans le camion. Parfait, j'y vais tout de suite. Avec Martin Brière, qui est producteur pour RDS, on se trouve dans le mobile vidéo du camion RDS. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu comment se divise l'espace ici? Oui, l'espace est divisé. En avant, c'est la production. Il y a le producteur, il y a le réalisateur, il y a l'assistante, il y a le stats aussi, la personne qui s'occupe des statistiques. Ici, c'est les gens à la magnétoscopie pour tout ce qui est reprise, tout ce qui est montage durant l'après-midi. Ici, c'est les gens qui s'occupent du vidéo pour la qualité de l'image, pour que chaque image de chaque caméra soit bonne, rendue en ondes. Et de l'autre côté, ce qu'on ne voit pas, c'est là où il y a l'audio, pour s'assurer que tous les micros de la glace, qu'on les entende comme il faut, et que chaque animateur ait son casque ou son micro pour qu'on puisse avoir une communication entre le camion et les animateurs. Au total, combien de personnes travaillent pour un match, pour une soirée? Pour un match, si on calcule les techniciens, la production, je dirais autour d'une 30aine de personnes environ. Incluant les animateurs? Incluant les animateurs. Puis concrètement, là, un producteur, on le sait dans les films américains, le producteur, c'est lui qui gère le budget, tout ça. Est-ce que c'est ça votre quotidien à vous? Non, mon quotidien à moi, c'est d'aller aux pratiques le matin du match. Aller booker nos entrevues qu'on va avoir pour le match, pour notre émission d'avant-match pour Hockey 360. Les entrevues qu'on fait juste avant la séance d'échauffement. Puis l'entrevue qu'on peut faire avec Pierrot aussi, qu'on a enregistré avant. Fait qu'on prépare nos demandes pour nos entrevues. Même chose avec l'équipe qui vient jouer à Montréal. Et ensuite, j'appelle les talents, j'appelle Marc Denis, j'appelle ce soir, c'est Mario Tremblay avec Vincent D'Anfous, de quoi ils aimeraient jaser dans leur sujet d'ouverture, le contenu des entractes avec Alain. Fait qu'on s'assure que chaque personne ait ses sujets pour pas qu'il y ait de surprise rendue au match. Et durant le match comme tel, on va décider est-ce qu'on fait une promo au prochain sifflet, est-ce qu'on fait une reprise au prochain sifflet, est-ce qu'on va en pause au prochain sifflet. Fait que je suis un peu, c'est un gros travail d'équipe, mais je suis un peu comme le chef d'orchestre du déroulement de la rencontre. Selon vous, c'est quoi le principal défi du direct à chaque soir? C'est un match parfait, c'est très difficile justement parce qu'on est en direct. Mais c'est aussi d'avoir un bon ensemble de promos. Des fois, il y a les émissions RDS qu'on doit faire la promotion. Montrer le match comme tel avec des reprises. Montrer des stats. D'essayer de trouver un bon mélange de pas trop de promos, pas trop de stats, bons commentaires, des reprises. D'essayer de trouver un ensemble égal un peu pour tout. Donc, tout ce qu'on voit à l'écran, là, à la seconde près, c'est toute votre équipe, mais c'est vous qui décidez de ce qui se passe à la télé. En gros, oui, mais je suis ouvert aux suggestions des autres membres de l'équipe. Merci beaucoup pour l'entrevue. Ça fait plaisir. Cette semaine, à la question quiz, nous cherchons l'équipe de la Ligue nationale de hockey
qui a participé aux 24 dernières séries éliminatoires de la Coupe Stanley? Les choix de réponse. A. Les Red Wings de Détroit. B. Les Devils du New Jersey. Ou C. Les Penguins de Pittsburgh. Après la pause, la réponse. La réponse A. Les Red Wings de Détroit ont participé à chacun des tournois printaniers depuis 1991, remportant la Coupe Stanley en 97, 98, 2002 et 2008. L'actuel entraîneur-chef des Red Wings, Jeff Blashill, n'avait que 17 ans lorsque les Red Wings ont amorcé cette séquence. Et en parlant de séries éliminatoires, un habitué de celle-ci. Il est maintenant dans l'organisation des Blues, a passé sa carrière de joueur dans celle des Devils du New Jersey. Mais Martin Brodeur nous parle de ses débuts au hockey mineur. Martin, parle-moi un peu de ton parcours au hockey mineur. Où est-ce que tu as joué? Moi, je joue à Saint-Léonard. J'ai grandi dans cette ville-là. Fait que tout mon hockey mineur a fait partie de ça. Est-ce qu'il y a une année qui te vient en tête tout de suite comme étant une belle année mémorable, un plus beau souvenir? Écoute, j'ai eu des belles années, c'est sûr. À un moment donné, notre organisation a vraiment bougé, est devenue plus régionale. Fait que je jouais pour Bourassa et non Saint-Léonard. Je pense que quand le fait que ça s'est fait, on a comme 3 villes qui étaient jointes ensemble pour faire une équipe. Puis, nécessairement, moi, en sachant que j'étais capable de faire ces équipes-là, c'était comme le fun quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'âge Pee-Wee puis tout. Est-ce qu'il y a un tournoi qui t'a marqué? Un tournoi avec un plus beau souvenir? Écoute, moi, en grandissant à Saint-Léonard, on avait le tournoi Midget de Saint-Léonard. Fait que j'ai toujours grandi en regardant le tournoi, puis j'ai eu la chance, quand j'étais un petit peu plus vieux, quand je jouais Midget 3, de jouer dans ce tournoi-là, puis notre équipe l'a gagné avec Montréal Bourassa dans le temps. Est-ce que tu as dû surmonter des embûches au cours de ta carrière de hockey mineur, une année où c'était peut-être un petit peu plus difficile? Oui, j'en ai eu une. Écoute, ma première année Bantam, on était 4 gardiens de but pour faire le Bantam 2A. Puis je m'étais fait couper. Je m'étais fait envoyer dans le Bantam 2B. Puis pas vraiment pour des bonnes raisons. Pas vraiment à cause de mon talent. C'était plus qu'ils voulaient que des jeunes soient là, sinon ils lâcheraient peut-être le hockey. Puis à cause de tout ça, moi, j'ai été obligé d'aller jouer Bantam 2B. Puis j'ai eu vraiment une mauvaise expérience avec ça. Même que j'ai arrêté de jouer pendant 1 semaine, 2 semaines, j'ai tout lâché. Puis c'est mon grand frère qui m'a poigné vers les oreilles puis qui m'a ramené à l'aréna. Puis jusqu'à ce jour-là, il faut toujours que je le remercie parce que s'il n'aurait pas fait ça, on ne sait jamais qu'est-ce que mon futur aurait été. Donc même Martin Brodeur a eu une année un peu plus difficile. Donc quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui jouent présentement dans le hockey mineur puis qui rêvent d'une belle carrière? Oui, la persévérance. Je pense que ça peut pas toujours aller bien. Des fois, ça va un peu moins bien, mais si tu travailles fort puis tu essaies d'avoir le plus de plaisir possible quand tu joues au hockey ou quand tu t'entraînes, je pense que les mauvais moments vont être moins là souvent puis ça va être plus facile de passer à travers aussi. Est-ce que tu as eu des entraîneurs marquants? Écoute, moi j'ai eu un entraîneur quand j'étais jeune, c'était Christian Bergeron, le frère de Michel. Il était bien ami avec mon frère, puis il m'a coaché pendant plusieurs années quand j'étais jeune. Fait que souvent quand je pense à mon hockey mineur, je pense vraiment à lui. Et l'entraîneur qui m'a marqué le plus, c'était Mario Barry. C'est un entraîneur de gardien de but. Je l'ai eu à partir de mon année à Tombe. Puis il m'a suivi dans le Midget 3 avec Montréal Bourassa, puis même avec le Laser de Saint-Hyacinthe pendant une couple d'années dans le junior majeur. Fait que quand je regarde avec les entraîneurs qui ont eu le plus d'impact envers ma carrière, Mario c'en est un certain. Est-ce que tu avais des idoles de jeunesse? Écoute, comme tout le monde de mon âge, Patrick Roy, c'est une personne qui est arrivée bien jeune dans la Ligue nationale, qui a eu beaucoup de succès en partant, puis tous les jeunes gardiens de but voulaient être Patrick Roy. Fait que c'est une personne que j'ai toujours regardé et toujours apprécié avoir joué. Fan du Canadien plus jeune? Oui, un grand fan du Canadien. Ça s'est terminé quand je m'ai fait repêcher. Mais j'ai été vraiment un grand fan du Canadien. J'ai célébré la Coupe Stanley en 86. Je m'en rappelle, en 93, j'ai manqué l'école, puis j'étais allé sur la rue Sainte-Catherine. J'ai été dans le trouble à cause de ça, mais ça a valu la peine. Merci, Martin. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir pour le Canadien, très bon match. Le capitaine Pacioretty Marie, a très bien performé. Qu'est-ce que tu fais? Je me prends pour Michel Therrien, Raph. Mais pourquoi tu te prends pour Michel Therrien? Bien, parce que je suis dans sa salle de conférence. Ouais, mais tu l'as dit, c'est sa
salle de conférence, pas la tienne. C'est ici qu'après les matchs, on se réunit entre journalistes. Donc, il y a environ une trentaine de sièges. Et puis, on pose nos questions à Michel Therrien pour savoir, Pacioretty a-t-il bien joué? Est-ce que Carey Price va faire une bonne performance? Donc, c'est vraiment ici que Michel Therrien nous livre un peu ses états d'âme. Est-ce que c'est ici également que Marc Bergevin fait les annonces pour l'équipe? Non, plus depuis la création du complexe Bell à Brossard. Maintenant, toutes les conférences de presse majeures, à moins d'exceptions, se tiennent maintenant à Brossard. Ici, c'est vraiment les jours de match que Michel Therrien parle aux médias. Super, très intéressant. Où est-ce qu'on s'en va maintenant? On s'en va en haut, au salon Jacques-Beauchamp, là où tous les médias se réunissent avant et souvent après les matchs. OK, on y va. Marie, on est rendu au salon Jacques-Beauchamp dans les hauteurs du Centre Bell, au 7e étage. Pardonne mon ignorance, Raph, mais Jacques Beauchamp, c'est qui? Jacques Beauchamp, c'est un ancien journaliste du Journal de Montréal. Il a couvert les activités du Canadien pendant près d'une trentaine d'années et puis il a été élu au Temple de la renommée du hockey en 1984. Donc, dans le milieu, on peut parler carrément d'une légende. Alors, on y va dans ce salon? On va dans le salon. Tu vois, quand on arrive au salon Jacques-Beauchamp, la première chose qui nous frappe aux yeux, c'est qu'il y a toujours des pages de statistiques pour le match de la soirée. Puis ici, dans ce salon, Raphaël, c'est vraiment tous les journalistes là, de tous les médias, donc imprimés, radio, télé, qui se rencontrent, autant de la presse francophone qu'anglophone? Exactement. Donc, tous les journalistes sont présents ici dans le salon Jacques-Beauchamp et puis on mange avant la rencontre. Et puis, souvent, ça donne lieu à des histoires ou des anecdotes. Puis, des fois, ça peut donner lieu à des rumeurs. Qui se créent ici. Mais là, j'imagine, si on est rendu au salon des journalistes, on doit approcher de la passerelle. Oui, on approche. Là, on est au 7e étage. On monte par les marches là-bas au 8e étage pour accéder à la galerie de presse. Suis-moi. Alors, Raphaël, on est arrivé sur la galerie de presse. En fait, on est du côté des radios. Donc, on a la station sœur de RDS, TSN Radio. Et puis là, on se dirige vers nos amis du 98.5, Martin McGuire et Danny Dubé. Et puis, en bas est le studio de Pierre Houd de RDS. Donc, suis-moi. Donc là, Marie, on est rendu légèrement plus bas sur la galerie de presse. Juste en dessous du studio du 98.5, il y a le studio de Pierre Houd. Marc Denis est à hauteur de glace, mais Pierre Houd est juste ici. Donc, le studio de RDS semble vraiment bien positionné dans le Centre-Bell. On peut dire que Pierre Houd a pas mal le meilleur siège dans la bâtisse. Et puis, pour nous, Hockey le Magazine, où est-ce qu'on se trouve sur la passerelle? On est de l'autre côté, tu as juste à me suivre. Alors, on est finalement arrivé à nos places sur la galerie de presse. Quand on se trouve dans le Centre Bell, où est-ce que se trouve exactement la galerie de presse? La galerie de presse est située, dans le fond, elle est attachée au plafond. Et puis, on est un peu entre les gradins, les bleus et la patinoire. Donc, tu vas voir, Marie, c'est la première fois que tu es sur la galerie de presse. Je t'invite à jeter un coup d'œil à la patinoire. On est quand même très, très haut. C'est quand même haut, je vous le confirme. Faut s'habituer. Ça prend généralement quelques minutes avant de bien saisir toute la perspective du jeu, car c'est carrément différent sur la galerie de presse que dans les gradins. Et puis quand on est un journaliste sportif ici qui regarde le match, est-ce qu'on peut applaudir quand les Canadiens comptent? Est-ce qu'il y a une attitude à adopter? La neutralité est de mise, Marie. Bon, je me cache pas, quand j'étais jeune, j'étais un partisan du Canadien, mais depuis que je travaille à Hockey le Magazine, je me dois d'être neutre. Donc quand je suis sur la galerie de presse, on n'applaudit pas, on ne crie pas lors d'un but du Canadien, on regarde le jeu et on tente de l'analyser surtout. Mais Raphaël, merci énormément pour cette visite du Centre Bell. J'ai beaucoup appris ce soir, c'était super intéressant. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à regarder le match. Bon match. Le portrait de la semaine. Une présentation de Easton Hockey. Easton Hockey, conçu pour marquer. En compagnie de Xavier Parent, centre du Phoenix du Collège Esther Blondin dans le Midget 3A. Xavier, si on parlait un petit peu de tes débuts au hockey, à quel âge tu as commencé? J'ai commencé à jouer mag à 5 ans. Puis j'ai eu la piqûre du hockey, puis j'ai continué à jouer depuis cet âge-là. Donc tout de suite, tu as aimé ça. Est-ce que tu étais bon dès le départ? Bien, c'est sûr que j'avais joué mon frère quelques fois, fait qu'il m'avait montré comment jouer à mon père aussi, fait que ouais, je me débrouillais bien. Là. Donc le hockey chez les parents, c'est une histoire de famille quand même. Ouais, pas mal tout le monde. Même ma soeur, elle a commencé à jouer, puis elle a commencé à jouer cette année. Mon frère, il a joué avec le Phoenix aussi. Puis mon père aussi, il a joué au hockey. À 14 ans, tu as réussi à faire le Midget 3A. Est-ce que tu étais surpris d'être retenu dans l'équipe? Oui, c'est sûr, mais tout l'été, je m'avais entraîné. J'avais fait des camps, je m'avais entraîné tous les jours pour être prêt au camp, arriver en bonne forme puis me tailler une place dans l'équipe. Qu'est-ce qu'il a fallu que tu améliores pour justement percer le Midget 3A? Bien, c'est sûr ma force physique pour pas que ce soit difficile de jouer dans la ligue, dans l'équipe. Puis ma vitesse. J'ai travaillé beaucoup ça l'été pour avoir un meilleur step que des joueurs.
Puis là, jusqu'ici, comment ça se passe? Ça a bien été. Là, personnellement, ça va bien. En équipe, on a eu un très bon début de saison, mais on a eu des défaites. Mais là, on va se replacer pour se rendre loin. Bon, là, t'es midget première année. Est-ce que tu commences à rêver à la Ligue de hockey junior majeur du Québec ou même peut-être à la Ligue nationale? Oui, c'est sûr, depuis que j'ai commencé à jouer au hockey, c'était mon but ultime, mais mon rêve, dans le fond. Jouer dans le junior, comme mettons, le frère Sven Poulain l'a fait, c'est sûr que je le suis. Puis vu que je suis proche de Samuel, son frère aussi, c'est sûr que je voudrais jouer là. Dans le national, aussi, c'est le rêve de pas mal tous les joueurs de hockey. Puis qu'est-ce qu'il va falloir que tu améliores justement pour réaliser ce rêve-là? Bien, c'est sûr que quand plus que tu gradues dans le hockey, bien, c'est la vitesse qui sort pas mal, les mains. Puis la zone défensive, ça devient vraiment important aussi de plus en plus que tu montes au hockey. Si tu avais à te décrire comme joueur pour quelqu'un qui t'a jamais vu jouer, t'es quel genre de centre? J'aide mes défenseurs. Mon sens du jeu, pas mal tout le monde me dit, mais moi, c'est sûr que je le vois pas vu que je joue. Puis ma vitesse, mon explosion, vu que je le pratique depuis longtemps, c'est sûr que je l'ai bien. Puis comment tu réussis à concilier les études et le hockey? Est-ce que c'est difficile parfois? Bien, c'est sûr que l'année passée au secondaire, c'était plus difficile vu que je jouais pas... mais il n'y avait pas de sport-études. Ouais. Mais cette année, avec les midgets, c'est sport-études, fait que ça va vraiment bien. Tu vas à l'école, c'est l'école, puis après on pratique. Fait que t'as la tête à l'école, puis après t'as la tête au hockey, fait que ça va bien. C'est quoi ton plus beau souvenir relié au hockey jusqu'ici? Bien, j'ai fait un tournoi en Finlande avec Samuel. On a fait ça ensemble, puis j'ai vu quand j'ai gagné le tournoi avec le Québec, ça c'est vraiment le plus beau à date que j'ai eu. Fais-nous revivre un peu qu'est-ce que tu as vécu à Québec. C'était au Colisée, j'imagine. Ouais. Parle-nous un peu du match. C'était... Le match qui m'a plus impressionné, c'était notre deuxième match. On est allé à la prolongation, c'était encore 0-0. Puis on est allé en tir de barrage. Puis si on perdait la game, on était éliminé, puis on l'a gagné. C'était vraiment, comme on peut dire, c'était fou comme match. Est-ce que ça t'a donné la piqûre de jouer dans un gros aréna et peut-être de rêver éventuellement de faire ça? Oui, c'est sûr. Quand t'embarques, que mettons tu comptes un but ou ton équipe compte un but, tout le monde crie, fait que c'est vraiment le fun. Est-ce que tu as des idoles dans la Ligue nationale, des joueurs que tu essaies de copier peut-être? Oui, bien cette année, j'ai regardé McDavid jouer, fait que c'est sûr que c'est un exemple pour tout le monde. Mais je le suivais déjà junior, puis j'aime bien. Puis aussi Patrick Kane, vu qu'il a un petit gabarit quand même national, puis moi aussi. C'est sûr que je le regarde plus, puis j'aimerais ça devenir comme lui. Merci Xavier, et puis bonne fin de saison. Merci. Sur la glace, une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. À la chronique sur la glace cette semaine, Jocelyn Thibault de retour avec nous. Jocelyn, tu nous parles cette semaine de comment un gardien de but fait pour gérer un tir voilé. Oui, effectivement, Denis, le tir voilé, c'est une situation qui arrive très souvent lors d'un match. Une situation difficile parce que, comme gardien de but, ton travail est gêné par un nombre de joueurs qui est devant toi, aussi par la grosseur des joueurs qui sont devant toi. Donc, dans les points qui sont importants, il faut trouver une façon de voir la rondelle. Il faut voir la rondelle, indépendamment de la situation qui est devant toi. L'autre chose aussi qui va t'aider énormément, c'est d'être stable sur tes patins. Si tu es stable et tu réussis à avoir la rondelle, tes chances de faire l'arrêt vont augmenter considérablement. C'est bon, on regarde ça à l'instant. Cette semaine, Marc-Anthony, on va travailler sur le lancer voilé. Ça arrive souvent lors d'un match. Il faut être en mesure de savoir comment, justement, on réagit à cette situation-là. Je vais donner quelques trucs. On va travailler avec un exercice qui va justement t'aider à accomplir cet arrêt-là puis à donner des bons repères pour faire les arrêts. Ce qu'on va faire, justement, pour créer un peu de mouvement dans l'exercice pour amener un peu une situation de match, on va partir du coin du demi-cercle comme ça. Tu vas pousser, retraiter à ton poteau. Okay? Et à ce moment-là, tu vas pousser vers le top de ton demi-cercle, comme en situation de match, faire face à un lancer qui viendrait du haut de l'enclave comme tel. On va avoir un joueur devant toi qui va créer un écran qui va, au niveau du lancer voilé. Donc, un des trucs pour bien réagir sur un lancer voilé, c'est évidemment, c'est notre positionnement qui est super important. On veut être
au maximum, en tout cas le plus près du joueur possible, le plus près de l'obstacle possible, sans nécessairement être collé dessus. Pourquoi? Parce que si le joueur venait qu'à dévier la rondelle, évidemment qu'on veut être proche de la cible dans un premier temps. L'autre chose aussi qui est super important sur un lancer voilé, c'est de jamais perdre la rondelle de vue. On veut toujours garder la rondelle dans notre champ visuel autant que possible, évidemment. Il y a des situations où ça ne peut pas arriver. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est une situation de lancer voilé, c'est qu'on veut garder le champ visuel du côté rapproché de la rondelle le plus possible. Ce que je veux dire par là, c'est que si le jeu vient du côté gauche, par exemple, autant que possible, on veut que notre tête reste du côté gauche le plus longtemps possible pour ne pas justement avoir à changer de côté et à perdre la rondelle de vue l'instant d'une fraction de seconde pour pouvoir justement te faire marquer un but. Donc, on va garder la tête du côté rapproché. Au maximum, on va monter le plus proche possible de l'obstacle en avant de toi et on va faire l'arrêt. T'es prêt? Oui. Un des points importants, comme je disais tantôt, c'est de garder la tête du côté rapproché le plus possible. On veut changer de côté le moins possible. On ne veut jamais perdre la rondelle de la vue. Par contre, ça se peut que le lancer soit pris de l'autre côté du joueur, de l'autre côté de l'obstacle, ce qui n'est pas une situation facile nécessairement. Par contre, si on est capable d'avoir un bon contact visuel avec la rondelle au moment du départ de la palette, au moment que la rondelle est prise, on va être plus en mesure de faire l'arrêt, même si la rondelle va traverser l'obstacle. Si elle est du même côté de l'obstacle, bien, si on est chanceux, c'est plus facile. Par contre, si la rondelle vient traverser l'obstacle devant nous, c'est à ce moment-là qu'on va perdre la rondelle de vue inévitablement pendant une fraction de seconde. Sauf que si tu as pris ton information, tu as été en mesure de voir la rondelle quitter la palette du joueur, à ce moment-là, tu vas avoir pris assez d'informations pour faire l'arrêt, même si c'est plus difficile du côté éloigné de l'obstacle. Jocelyn, maintenant qu'on a vu l'exercice sur les tirs voilés, quels sont les points à retenir? Bien, encore une fois, je reviens toujours sur l'importance d'être stable sur nos patins, d'être arrêté, ça aide énormément à prendre la bonne décision. L'autre chose aussi, c'est de ne jamais perdre la rondelle de vue, même si c'est pas facile, même si on n'est pas nécessairement toujours en bonne position, il ne faut jamais perdre la rondelle de vue. Et puis, on a vu que ça aide énormément les gardiens de but. Parfait, merci Jocelyn, et on se revoit la semaine prochaine. C'est tout pour nous. La semaine prochaine, une rencontre avec le jeune espoir des Canadiens, Charles Hudon. On retourne au Centre Bell pour voir le travail des officiels mineurs lors d'un match de la Ligue nationale de hockey. Tout ça et encore plus la semaine prochaine à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Repoussez les limites de votre jeu en collaboration avec vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.